anticiper. Plus on anticipe, plus on a des chances de transmettre. Avant 70 ans, l'assurance vie, c'est un excellent support et je fais ce que je veux de mon contrat d'assurance vie. Le démembrement de propriété est un levier formidable parce que c'est un levier civil. Ne nous limitons peut-être pas à la donation de 100 000 euros par parent, par enfant. Parfois, c'est très bien de payer des impôts parce qu'on fiche des conditions fiscales de 2024. Parfois, il vaut mieux payer des choses et enregistrer le paiement. Les notaires le disent souvent à leurs clients, attention, ne vous limitez pas. Bonjour à tous et bienvenue dans nos 41 mètres carrés. Alors 41 mètres carrés, c'est l'espace IMO qui éclaire les investisseurs. Tous les mois, nous accueillons des experts du secteur de l'immobilier afin d'échanger ensemble de leur expérience, de leurs connaissances et de leur vision du marché de l'immobilier. Aujourd'hui, donc, on est accueillis par Raphaël Meuble. Merci à eux pour cet accueil et l'enregistrement de ce podcast. Nous allons aborder ensemble le sujet aujourd'hui de la transmission. Et pour échanger sur ce sujet, j'ai le plaisir d'accueillir Séverine Girardon. Bonjour Séverine. Bonjour. Tu es notaire associée chez Tivell Notaire et présidente de la Chambre des notaires du Rhône. Alors, présidente honoraire, j'ai été présidente de juin 2021 à juin 2023. Et j'ai laissé ma place l'année dernière. Merci pour ta présence aujourd'hui. Et donc, je suis également aussi accompagné de Pierre-Emmanuel Jus. Bonjour Pierre-Emmanuel. Bonjour Aurélien, bonjour Séverine. Tu es donc directeur délégué de chez Maslow et tu vas nous apporter aujourd'hui un peu d'éclairage sur l'optimisation de la transmission, notamment du patrimoine immobilier. Donc pour commencer, première question, Séverine, déjà est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste le rôle d'un notaire dans la gestion de la transmission patrimoniale ? Le notaire, il est au cœur des familles, j'allais dire de tout temps, depuis la naissance jusqu'à le décès de la personne. Et donc, a fortiori, il est là aussi pour préparer la transmission lorsque les personnes le souhaitent et pour orienter vers les meilleures solutions. Est-ce que tu peux nous donner l'importance justement de consulter un notaire avant d'entamer des démarches de transmission? Oui, bien sûr, effectivement. Effectivement, c'est très important de consulter son notaire lorsqu'on a une envie de transmettre, puisque le notaire va avoir deux lectures, je dirais une lecture civile tout d'abord, au vu du code civil et des règles du droit civil, de la transmission, et puis une lecture également fiscale de la transmission. Et c'est très important de ne pas oublier l'un par rapport à l'autre. Les sujets doivent se conduire ensemble. Et par exemple, ne pas privilégier forcément de trop la fiscalité, parce qu'on se rend compte que parfois, il vaut mieux effectivement payer une note fiscale pour avoir une transmission réussie, parce qu'on sait aussi que ça va coûter moins cher dans l'avenir. Je pense que ce qui est important dans le rôle du notaire, on essaie de le dire souvent à nos clients, c'est que souvent, comme tu l'as dit, le notaire accompagne les événements de la vie. Donc quand est-ce qu'on voit en fait son notaire naturellement? C'est souvent quand on se marie pour le contrat de mariage et la séparation, on va dire, du patrimoine acquis avant son mariage. C'est souvent, et puis après, c'est quand on achète des biens immobiliers, donc ça nous concerne évidemment, puisque le notaire est là pour, à un moment donné, c'est lui qui valide. Si on prend par exemple l'immobilier neuf, il va vérifier le contrat de VFA, il va vérifier que l'ensemble des éléments sont OK pour pouvoir acter, c'est-à-dire me rendre propriétaire. C'est vrai aussi dans l'ancien. Et puis après, c'est souvent au moment du divorce, parce que vous avez le droit maintenant aussi, le divorce et le décès. Donc en fait, c'est comme ça les événements de la vie. On oublie quand même que le notaire, il peut souvent être consulté en dehors de cette période-là. Et donc nous, quand on fait un bilan patrimonial ou qu'on parle de transmission, c'est vrai que le notaire peut orienter, valider aussi des choix, parce qu'il connaît souvent bien mieux la famille que nous. Et donc il y a des environnements que nous, on ne maîtrise pas toujours. Quand on parle de transmission, il y a plusieurs moyens de transmettre son patrimoine. Pierre-Emmanuel, est-ce que tu peux nous expliquer la différence entre donation et succession ? Alors, c'est avant ou après décès. Je vais me permettre de dire ça comme ça. C'est-à-dire que la donation, c'est de mon vivant, je souhaite donner de l'argent à mes enfants. Donc, c'est vrai que nous, chez Maslow, on a une population qui est plutôt jeune. C'est-à-dire que nos investisseurs, aujourd'hui, ils ont entre 25 et 44 ans. Donc, souvent, ils ont besoin d'apports personnels. Donc, nous, on s'adresse plutôt à des investisseurs. Mais on sait que pour acheter de l'immobilier, la résidence principale est déjà un premier domaine. Donc souvent, aujourd'hui,
Les acquéreurs ont besoin d'un apport personnel. Cet apport personnel, soit je me le constitue par mon épargne, soit je peux être aidé par mes parents ou mes grands-parents. Et c'est à ce moment-là qu'on peut étudier des solutions. Donc la donation, c'est tout ce que je fais de mon vivant. Et je pense que Séverine va pouvoir nous éclairer sur les moments, parce qu'il y a des dates aussi un peu à respecter. Et puis la succession, en fait, je subis un peu les choses, c'est-à-dire mon papa est décédé ou mes parents sont décédés, et puis je me retrouve avec mes frères et sœurs chez le notaire. Et là, on dit, voilà le patrimoine, et voilà comment ça va se passer. Plus on évite ça, je parle un peu en ton nom, plus on évite ça, mieux ça se passe. Oui, c'est ça, exactement. Je crois que après, bien sûr, il est important aussi de noter que pour faire de l'anticipation successorale, parce que c'est ce que tu décrivais, Pierre-Emmanuel, pour anticiper, il faut bien entendu en avoir les moyens. Le notaire va bien entendu d'abord s'attacher à regarder si la personne qui a une volonté de transmettre a les moyens de le faire. Quand je dis les moyens, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour nous, ce qui est le plus important aujourd'hui, et on le voit bien par rapport aux investisseurs immobiliers, je pense qu'ils n'ont que ça en tête, c'est préparer leur retraite, préparer leur dépendance. Comment je vais faire pour m'assumer avec une pyramide des âges, effectivement, qui a tendance à nous pousser vers une vie presque éternelle, plus longue, en tous les cas. Eh bien, on a intérêt à bien préparer. On voit que les retraites, il y a un certain frottement. Parfois, on se dit aussi la fiscalité sur les retraites est importante avec les prélèvements sociaux. On l'a vu, ça crée quelques difficultés. Donc, effectivement, il est important de se dire, OK, j'anticipe, mais ai-je les moyens de le faire ? Comment je peux faire aussi pour me protéger? On parlera du démembrement tout à l'heure, en me réservant les revenus, tout en transmettant pour que mes héritiers ne subissent pas effectivement la succession, tout simplement. Une donation, ça commence d'abord par un bilan. Je pense que ça, c'est important. C'est-à-dire aujourd'hui, quel est le poids de ma résidence principale? Combien j'ai d'enfants? Quand je dis quel est le poids de ma résidence principale, c'est quelle est la valeur. C'est-à-dire que si j'habite aujourd'hui dans des zones très urbaines ou très chères, aujourd'hui on enregistre ce podcast à Lyon, on sait que la valeur immobilière à Lyon, elle est importante. Donc donc la valeur de ma résidence principale, mon épargne, sur quel support est mon épargne. Est-ce qu'aujourd'hui mon épargne est sur de l'assurance vie par exemple? Est-ce que c'est sur des comptes titres ou des PEA? Toutes ces choses-là sont vraiment différentes. Donc il y a des choses que je peux faire, mais la première chose, c'est de faire un état des lieux. État des lieux de mon patrimoine, état des lieux de la composition de ma famille. Est-ce que, je suis marié sur le régime de la communauté, j'ai 2 enfants, on ne va pas pouvoir sortir, ça va être assez facile. Je suis marié en séparation de biens, ou j'ai divorcé, j'ai des enfants de plusieurs mariages, ma succession demain sera plus compliquée. Donc, mon état des lieux d'aujourd'hui va être aussi un petit peu plus complexe pour que je puisse aider. Généralement, chacun de mes enfants, on essaie d'aider ses enfants de façon équitable ou égale, c'est souvent la demande des parents. Donc mais en gros, c'est de faire une photographie de son patrimoine, le poids de la résidence principale, le poids de l'épargne, et après de l'optimisation. C'est ça, donc évaluer, en effet, plutôt faire un bilan patrimonial, et puis surtout mettre des valeurs, comme tu le disais, en face. C'est très important, parce que ça, je pense que c'est l'état des lieux avant toute chose, avant de commencer à envisager une transmission. Donc j'ai fait mon bilan patrimonial. Alors comme on dit, quand on veut transmettre, c'est bien de vouloir transmettre, mais il ne faut pas non plus se démunir et appauvrir le foyer. Mais si toutefois, donc, dans mon bilan patrimonial, j'identifie des éléments que je peux potentiellement anticiper à transmettre à mes enfants. Séverine, est-ce que tu as justement 2-3 meilleurs moyens d'optimiser justement la transmission de son patrimoine à ses enfants ? Eh bien, pour optimiser la transmission, il y en a plusieurs, effectivement. Je vous dirais que plus on va commencer tôt, mieux ça sera, puisqu'on va pouvoir, effectivement, on fait un petit état des lieux de la fiscalité aujourd'hui, relativement simple. On sait qu'on a un abattement de 100 000 € par parent et par enfant, renouvelable tous les 15 ans. Cet abattement va concerner tout type de biens, quel que soit l'âge du donateur et du donataire, celui qui reçoit. Vous avez couplé à ça également, en plus, un abattement dit Sarkozy ou un abattement don de somme d'argent spécifique à la donation de somme d'argent de 31 865 €. J'espère que je ne me trompe pas à quelques euros près, merci. Qui est spécifique puisque celui-ci va concerner des donateurs de moins de 80 ans à des donataires de plus de 18 ans. Voilà, donc là, on est sur une spécificité, mais ce don, il ne faut absolument pas l'oublier, parce que, et donc, plus on attaque tôt
imaginons un donateur qui donnerait dès ses 50 ans, il va pouvoir renouveler à fiscalité constante la donation à 65 ans et refaire encore, avec un petit peu de chance, un tout petit peu avant 80. Voilà, donc c'est vrai qu'il y en a, aujourd'hui j'ai des clients moi, qui sont déjà à leur 2e donation et qui anticipent la 3e. La pyramide des âges, c'est important, parce que comme on a le droit de faire des donations tous les 15 ans, c'est vrai que plus on anticipe, mieux c'est. Si on se réveille au décès de monsieur, on va dire statistiquement, pour madame, et qu'on a déjà 70 ans, bon, statistiquement, je pourrais faire qu'une seule donation. Si je commence à 50 ans parce que mon patrimoine est constitué ou important, où je prends des décisions sur ma résidence principale, sur une résidence secondaire, sur mon épargne, je vais pouvoir le refaire. Donc pour les plus gros patrimoines, plus ils anticipent, plus ils pourront refaire. Et donc, parfois, sortir des droits, ou la quasi-totalité des droits, lorsque le décès intervient. Donc, c'est intéressant. Donc là, on a parlé des abattements disponibles. Évidemment que donc, 100 000 € par enfant et par parent, on peut donner plus. Bien sûr, mais donc, comment après, je donne sous quel format? Je sais qu'il existe la donation-partage, le démembrement. Est-ce que tu peux Alors nous déjà, expliquer pour les revenir différences? sur ce que tu dis, est-ce que je peux donner plus? Parfois, effectivement, moi je le dis souvent, les notaires le disent souvent à leurs clients, attention, ne vous limitez pas. Vous voulez faire de l'anticipation, par exemple, parce que vous êtes propriétaire de part de votre société, vous voulez faire coupler à ça un pacte du Trey, c'est une fiscalité très avantageuse, effectivement, lorsqu'on a une société qu'on veut transmettre à ses enfants, avec beaucoup d'obligations, bien sûr, qui vont avec. Ne nous limitons peut-être pas à la donation de 100 000 € par parent, par enfant, puisque payer des droits, parfois, peut s'avérer extrêmement avantageux si on fait une simulation versus je laisse faire les choses et j'attends que le décès se passe. L'addition, la note fiscale sera bien entendu beaucoup plus importante. Encore une fois de plus, faut-il avoir les moyens de ses ambitions et vérifier tout ça. C'est important pour les chefs d'entreprise. Et puis aussi, on sait qu'on est dans un pays qui aime beaucoup les règles et la fiscalité, qui aime aussi les changer. Donc, faire une donation aujourd'hui, en 2024, c'est profiter de la fiscalité de 2024. Ni moi, ni personne ne peut dire quelle sera la fiscalité en 2027 ou en 2035. Donc voilà, on fige les choses. Par exemple, la donation qui est aujourd'hui tous les 15 ans, elle a été à une époque tous les 10 ans. Et c'était 150 000 €. Et c'était 150 000 €. Et ça a été 159 000 avant 2010. Donc ça a changé. Donc voilà, est-ce que c'était mieux avant? Ouais, bon, une fois qu'on a dit ça, maintenant il y a une photographie et c'est existant. Donc quand on fait une donation aujourd'hui, on protège aussi, on enregistre ses droits maintenant. C'est ça. ça. C'est important. Alors ça, on a parlé peut-être de fiscalité. On peut peut-être aussi revenir au droit civil, parce que moi, c'est quand même mon droit préféré, même si la fiscalité, je sais qu'elle commande beaucoup de nos actions. Au sens du droit civil, il faut toujours faire très, très attention, et ça, le notaire conseillera le client sur le bon choix de la forme de donation. On peut faire des donations simples, en one shot. Vous avez un bien immobilier, vous avez une somme d'argent, vous souhaitez la donner en priorité à un de vos enfants parce que c'est celui-ci qui en a besoin actuellement. Et vous n'avez pas en fait de volonté pour l'instant d'allotir les autres enfants. Sans aucune difficulté, vous pouvez le faire. D'ailleurs, vous pouvez même dépasser sa réserve héréditaire. On est libre de faire... Déjà, il faut bien retenir ça. On est libre de son patrimoine, de disposer de son patrimoine et d'en faire ce qu'on en veut. Ça, c'est important. Après, il est important aussi de dire que la donation couplée à un partage, qui s'appelle donc une donation-partage, permet d'établir et de rétablir tout de suite, en fait, d'établir une égalité entre les enfants. Et elle permet aussi, cette donation, de figer les droits de chacun. Prenons un exemple, je veux faire une donation dite don Sarkozy, j'ai 2 manières de le faire. Je fais un don manuel à chacun de mes enfants, ou à 2 sur 3 de mes enfants, peu importe, ou à un seul. La loi vous dit que vous avez parfaitement raison, vous êtes en règle avec la fiscalité. Mais si vous voulez effectivement éviter de créer des troubles familiaux, vous devez effectivement, de préférence, l'inclure soit maintenant, soit plus tard, dans le cadre d'une donation-partage, pour éviter justement que l'enfant qui aurait reçu, par exemple, 50 000 € pour faire un investissement immobilier, se retrouve au moment du décès de ses parents au piège de ce qu'on appelle le rapport successoral. Combien dois-je rapporter sur la table au moment du décès de mes parents? Est-ce que c'est 50 000 €?
ou est-ce que c'est 50 000 euros plus la plus-value générée par l'investissement? C'est la deuxième réponse qui est la bonne. Donc attention à ça, attention à toujours le warning de la donation-partage. Voilà. D'accord, donc la donation-partage, c'est je décide par exemple quel bien je transmets à mes enfants. Oui. Et donc après, je fige les valeurs et j'inscris en fait je fais 2 actes en un, je donne et je partage. Je peux tout à fait donner un seul bien immobilier et à un enfant, lequel est redevable de soult à ses frères et sœurs. Je peux aussi faire une donation également, même si on ne les préconise pas forcément en indivision, mais si je n'ai pas le choix sur un certain nombre de choses, je vais créer une indivision. Déjà, ça marque fiscalement le pas tout de même, je fais mon acte de donation. Et puis surtout, on en parlera peut-être un petit peu plus tard, moi j'aime beaucoup la donation partage aussi, et notariée, puisqu'elle peut effectivement stipuler des charges, mais on en reparlera. Ça, c'est important parce que c'est une demande de nos clients. On voit bien l'importance de faire la photographie, de prendre le temps de se poser et d'une décision. Souvent, les parents, alors nous, nos clients, se disent mes parents vont pouvoir m'aider ou je vais demander de l'argent à mes parents lorsqu'ils en ont les moyens et évidemment, tant mieux. Et nous, on a juste ce message d'alerte en disant si tes parents te donnent 30 000 euros ou 40 000 euros pour réaliser ton investissement, pour ta résidence principale ou un investissement locatif, peu importe. Bon, tu as des frères et sœurs, donc en tous les cas, il faut que ce soit enregistré, en tous les cas, que tes parents aient bien conscience du déséquilibre finalement qu'ils vont créer là tout de suite alors qu'ils veulent juste t'aider. Donc c'est important que cette photo-là et le conseil du notaire est généralement le bon conseil parce que les parents se rendent pas toujours très compte. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'on est sur un marché immobilier qui est élevé, que l'accès à la propriété est difficile, dans les grandes villes principalement. Pour les investisseurs, la hausse des taux a désolvabilisé un peu les gens. Les règles bancaires font qu'on a besoin d'apport personnel. Donc, quand on veut investir tôt dans sa résidence principale ou dans l'investissement locatif, qui est vraiment un besoin aujourd'hui des gens, en tous les cas, c'est ce qu'ils expriment lorsqu'on rencontre chez Maslow, on sait que l'apport personnel, c'est quelque chose qui est important. Donc, cet apport personnel, soit je le constitue par mon épargne, mais je vais mettre du temps. S'il me faut 30 000 euros pour réaliser mon projet et que je mets 500 euros par mois de côté, il me faut 5 ans pour avoir mon apport personnel. Le marché aura changé, les conditions auront changé, etc. Donc, c'est vrai que le fait aujourd'hui, et c'est une volonté des parents d'aider leurs enfants. Je crois que c'est encore plus vrai dans une période aussi de crise, d'inflation, d'épargne des Français qui a été très importante. Il y a une vraie volonté aujourd'hui des parents d'aider leurs enfants. Donc, c'est aussi souvent le cas. Nous, on voit des apports personnels de plus en plus importants chez des investisseurs plutôt jeunes, moins de 40 ans. Et donc, l'important, c'est de faire la photographie et de trouver les bons leviers. C'est ça. Et puis j'ajouterais peut-être une précision, c'est qu'en cette période 2024 un petit peu troublée en termes au niveau du marché immobilier, c'est peut-être aussi intéressant dans la deuxième séquence, je dirais, on a vu faire son bilan patrimonial. Deuxième séquence, évaluer les biens. Quelle est la valeur des biens? Aujourd'hui, on sait que le marché immobilier, il n'est pas haussier, il est plutôt baissier. Ça reste il y a un intérêt ici de dire, tiens, pourquoi est-ce que je ne ferais pas ma donation en 2024 plutôt que dans une période où le marché est très haussier. Et ça, on se rend compte qu'on a effectivement aujourd'hui une clientèle qui, premièrement, veut aider ses descendants et deuxièmement, effectivement, veut peut-être profiter effectivement de cette période où on a un marché un peu en berne. Parce que, en fait, quand le bien il est transmis aujourd'hui, on fige la valeur à aujourd'hui et après, donc, s'il prend de la valeur, en soi, le bien il a déjà été transmis. Il a déjà été transmis, exactement. Okay. Parfois, la cellule familiale est un petit peu plus complexe. J'entends donc des familles recomposées. Comment, Pierre-Emmanuel, par exemple, avec tes clients, tu abordes justement ce sujet de la transmission dans une cellule familiale recomposée? Alors souvent, c'est eux qui nous posent la question du non-déséquilibre entre les enfants. Donc c'est des choses qui sont complexes. Donc nous, c'est vrai qu'on aime se faire aider, soit des avocats fiscalistes, soit des notaires. Sur la structure juridique aussi de l'acquisition, parce qu'on n'a pas parlé de la SCI, mais parfois c'est une solution. Alors souvent, la SCI, c'est la martingale. Est-ce qu'il faut que je crée une SCI pour acheter mon bien immobilier? Bon, voilà, moi je suis marié sur le régime de la communauté, j'ai 2 enfants, est-ce qu'il y a un intérêt à ce que je fasse une SCI? Aucune, pas grand-chose à faire. Voilà. Dans des cas plus complexes, là il y a des choses qui peuvent être intéressantes, parce que je peux donner des parts à des enfants d'un premier mariage, des choses comme ça.
Donc voilà. Dès que la situation est complexe, ça demande plus de conseils. Nous, chez Masson, on est conseiller en gestion de patrimoine. On n'est pas avocat et on n'est pas notaire. Donc on se fera accompagner. En tous les cas, on conseillera à nos clients de se faire accompagner pour faire la bonne photographie. Et puis souvent, c'est difficile de dire aux gens les différents scénarios. C'est-à-dire le scénario qu'ils souhaitent et le scénario qui est possible. Donc je pense que voilà, le rôle des notaires et des avocats est évidemment important. De ton côté, Séverine, du coup, est-ce que tu as des moyens justement de pouvoir se prémunir de ce risque-là dans une cellule familiale recomposée? Alors, en cas de recomposition familiale, ce qui est très important, c'est déjà bien d'écouter effectivement ceux qui ont le patrimoine. Voilà, donc c'est-à-dire que souvent les parents et qui ont recomposé une cellule familiale. Et d'abord, ils vont souvent, le plus souvent, ils vont d'abord se préoccuper de la protection du conjoint survivant. Ça va être déjà très important parce qu'ils ont parfois effectivement connu une vie antérieure, un divorce peut-être plus ou moins douloureux, etc. Et ils ont envie d'abord de protéger l'autre. Ils ont des enfants parfois un petit peu plus âgés, etc. Et puis certains souhaitent faire bien le distinguo entre les deux branches. On va pouvoir effectivement leur proposer d'inclure toute la famille dans le cadre d'une donation-partage qu'on appellera une donation-partage un peu complexe, bien évidemment, mais où chacun, attention, allotit ses propres enfants. On ne va pas allotir avec des biens qui nous appartiennent les enfants de l'autre, parce que dans ces cas-là, la fiscalité, elle risque de nous contrarier. Et puis, si vous avez des personnes qui ont recomposé leur cellule familiale, mais qui souhaitent aller plus loin, parce qu'ils ont une recomposition familiale très ancienne, par exemple, eh bien, vous allez pouvoir leur proposer aussi des solutions type de l'adoption, avec parcimonie. On va pas, c'est pas forcément à chaque fois, mais la formule de l'adoption permet effectivement, en adoptant l'enfant du conjoint, permet de le faire être son héritier. Voilà, avec toute la fiscalité qui va avec. Je reviens sur la donation et le moyen de donner ou transmettre des biens ou des biens immobiliers. Est-ce que tu peux nous réexpliquer ce que c'est le démembrement de propriété et comment tu peux l'inclure justement dans une donation-partage ? Alors, le démembrement de propriété est un levier formidable parce que c'est un levier civil, déjà. Donc là, pour le coup, le législateur fiscaliste, au travers de toutes les lois de finances, essaye quasi toutes les années de mettre à mal ce mécanisme. Mais il est vieux au moins comme le Code civil, donc de Napoléon. Le démembrement de propriété, c'est quoi ? C'est la pleine propriété. C'est un droit constitutionnel qui est composé de l'usus, de l'abusus et du fructus. On va l'éclater. On va mettre d'un côté l'abusus, c'est-à-dire le droit de disposer de la chose, on appellera ça la nue propriété. Et puis de l'autre côté, on va dire que c'est le fructus, c'est les fruits, c'est l'usufruitier. Et on va donc éclater sur deux têtes la nue propriété et l'usufruit. C'est ça, en fait, le démembrement. Et lorsqu'on a des parents qui souhaitent anticiper la transmission pour pouvoir partager entre leurs enfants, mais aussi optimiser fiscalement la transmission, attention, ils nous disent, nous, on ne veut pas être plus pauvres demain. On a aussi une préoccupation de retraite, de dépendance, comment payer notre 4e âge, etc. Donc là, c'est tout à fait à même de répondre à leurs questionnements et à leurs inquiétudes. Ils vont garder les fruits et on va transmettre la nue propriété. Le mécanisme fait qu'en cas de décès, l'usufruit étant viager, reconductible sur la tête du survivant, d'entre les deux, s'il y a deux personnes dans le couple, l'usufruit est réversible, il s'éteindra donc en totalité au décès du second et se reconstitue sur la tête du nu propriétaire pour en former une pleine propriété gratuitement, en franchise de droit. Donc c'est un mécanisme qui est formidable et fiscalement, si je peux me permettre, lorsque vous transmettez uniquement de la nue propriété, pour un bien qui vaut 100 en pleine propriété, vous allez transmettre uniquement un pourcentage en fonction de l'âge de l'usufruitier. Plus on anticipe jeune, plus la valeur de l'usufruit est importante, la valeur de la nue propriété est moindre. Et à ce moment-là, on a une fiscalité qui est hyper favorable, puisque assise sur uniquement la valeur de la nue propriété.
Ça rejoint ce que disait Pierre-Emmanuel tout à l'heure sur le fait d'anticiper, parce que d'une part, je peux recharger mes droits au bout de 15 ans, je commence à utiliser mon abattement, je recharge mes droits au bout de 15 ans, et puis d'autre part aussi, du coup, sur un démembrement de propriété, ma nue propriété a une valeur plus basse, donc ça utilise moins d'abattement en fait. Il y a deux façons de voir le démembrement. Effectivement, c'est la meilleure optimisation fiscale qui soit dans un foyer, dans la gestion de patrimoine, c'est la première chose que l'on doit étudier. Donc effectivement, je suis propriétaire de biens immobiliers, ma résidence principale ou d'investissement locatif. Finalement, comment je fais pour les donner ? Si c'est de l'investissement locatif, je veux continuer à percevoir mes loyers pour mon complément retraite, pour vivre tous les jours. Mais finalement, ce bien-là, une fois que je serai décédé, en tous les cas, je vais le transmettre de mon vivant à mes enfants. Donc ça, c'est génial. Pour transmettre son patrimoine, c'est aussi un outil génial pour acheter du patrimoine. Parce que, tu le disais, sur une valeur 100, en fonction de mon âge, je vais peut-être pouvoir finalement avoir une valeur du bien de 50 ou de 60 en fonction de mon âge. Donc finalement, on a souvent des parents qui nous disent en gros, on a des sous, on donnerait bien de l'argent à nos enfants, mais on ne veut pas qu'ils en fassent n'importe quoi. Donc, on a plusieurs solutions. L'une des solutions, autant qu'ils achètent de l'immobilier, au moins valeur refuge, loyer, on sait très bien que les Français sont toujours très attirés par l'immobilier. C'est vrai que je peux très bien acheter un appartement d'une valeur 100 et le donner à mes enfants, mais finalement ne donner que la nue propriété à mes enfants. Donc j'achète un appartement qui a une valeur 100, je vais finalement lui donner une valeur de 50, donc au lieu de lui donner 100 000 € par tranche de 15 ans, je peux finalement lui donner beaucoup plus, puisque je vais lui donner uniquement la valeur de nue propriété. Donc finalement, mon enfant se retrouve avec un bien, réellement, et puis moi je vais en percevoir les loyers, et puis à mon décès, il aura la pleine propriété sans aucun droit, donc ça c'est vraiment génial. Donc il y a à la fois l'état des lieux de mon patrimoine et la transmission de mon patrimoine au travers du démembrement, et l'achat pour mes enfants sur cette forme-là qui permet d'optimiser la donation. Ça c'est vraiment les deux moments qui sont importants. Souvent, on a vraiment des parents qui nous disent « je voudrais donner de l'argent à mes enfants », ils ont conscient ou compris, une fois qu'on leur a expliqué qu'il vaut mieux donner de l'argent à 60 ans qu'à 80. Comment je fais ? Mais je ne veux pas que ce soit de l'argent pour qu'il arrête de travailler ou qu'il passe faire le tour du monde ou qu'il achète une grosse voiture. Une grosse voiture, c'est souvent les clichés, mais il reste un peu ancré. Donc ça, c'est vraiment les deux moyens. Et ils nous posent souvent la question, comment je fais pour donner à mes enfants, mais pour qu'ils achètent de l'immobilier ou qu'ils fassent autre chose. Donc, la première version, c'est le démembrement. La deuxième, c'est des choses qui te concernent plus. Le démembrement te concerne aussi, mais c'est plutôt la donation avec charge. Oui, c'est ça. On peut coupler. C'est vraiment intéressant comme débat ici, puisque vous pouvez tout à fait... On a ces préoccupations, nous, dans nos études, effectivement, de parents qui disent là, j'ai 300 000 €. J'ai vendu un bien. J'ai vendu un bien, une société, j'ai 300 000 €. On a trois enfants, on voudrait leur donner. Mais attention, effectivement, on ne veut pas qu'ils fassent n'importe quoi. Alors, je ne sais pas si n'importe quoi, c'est forcément assez subjectif. Alors, on va leur proposer effectivement de signer toujours donation-partage, bien sûr, notarié, donation-partage, et pas simplement de distribuer comme ça des cadeaux avec des imprimés de dons manuels, surtout ça on l'évite, et puis on va pouvoir stipuler effectivement des charges de réemployer la somme sur tel ou tel support. On pourrait penser à des supports financiers, bien évidemment, sans difficulté, mais aussi des supports d'investissement immobilier. Et puis souvent, on couple, il m'arrive de plus en plus fréquemment, de coupler cette donation-partage, où j'aurais stipulé une charge de réemployer les fonds dans un investissement immobilier avec les parents. À ce moment-là, les parents et les enfants vont acheter ensemble, en démembrement de propriété. Les enfants vont acheter la nue propriété du bien à l'aide des sommes données et les parents l'usufruit. À ce moment-là, on signe en plus, bien évidemment, on leur prépare ce qu'on appelle une convention pour organiser le démembrement en disant qui fait quoi en fait, parce que les enfants disent nous on veut bien acheter, mais le bien locatif, nous on veut pas en payer les charges. Quid s'il y a de gros travaux par exemple, ça on va l'organiser dans la convention, on va les rassurer sur qui paye l'impôt sur la fortune immobilière, qui paye l'imposition sur les revenus fonciers, etc. Donc on va encadrer tout ça dans notre convention de démembrement. Voilà. Et je parlais un peu pour ma paroisse quand même, aussi sur ces moments-là, c'est aussi lorsqu'on achète comme ça
parent et enfant qui a plusieurs interlocuteurs, c'est d'avoir aussi une vision moyen-long terme de son investissement. L'immobilier est un investissement moyen-long terme, puisqu'il faut amortir des frais d'acquisition lorsque l'on achète. Aujourd'hui, on a le choix d'acheter de l'ancien ou du neuf. Chez Maslow, on propose de l'ancien et du neuf, donc j'ai pas de souci avec ça. Par contre, c'est d'avoir une vision aussi moyen-long terme. Lorsqu'on est sur un investissement, on va dire, pour générer des revenus, c'est un investissement locatif. Ce qu'on va essayer de dire à nos clients, c'est on va essayer d'enlever les incertitudes. Donc les incertitudes fiscales, on en a parlé tout à l'heure, les règles peuvent changer. Donc moi, je ne suis pas Madame Irma, je ne peux pas dire comment vont être imposés les revenus fonciers demain ou quelle sera la taxe foncière dans telle ou telle ville. On a vu des villes où ça a fait x2, donc ça, on ne peut rien faire. Par contre, c'est se prémunir de ce qui est déjà connu. Donc on sait qu'aujourd'hui, il y a un virage environnemental qui est pris, qui est important. Donc on sait que la rénovation énergétique des logements, partie privative, des copropriétés, est un sujet qui va tomber. Les échéances aujourd'hui, elles sont écrites dans la loi, elles peuvent changer, mais ça va tomber. Donc quand des parents et des enfants viennent à acheter des biens sur une période de 10, 15, 20 ans, je pense que c'est des choses qu'il faut prendre en compte pour éviter ces débats, qui va prendre en charge, mais combien ça va me coûter, et donc de faire très attention aussi à ça sur une vision assez moyen-long terme des investissements. Je ne sais pas si c'est quelque chose que tu partages. Tu as parfaitement raison. Je crois que le volet environnemental, performance énergétique est aujourd'hui stratégique. Et dans le cadre du bilan patrimonial qu'on va faire, bien évidemment, sur l'évaluation des biens, notamment, le bilan et l'évaluation, vous savez, les deux grandes premières étapes de notre « je prépare ma transmission », c'est vraiment aujourd'hui des warnings, parce que vous pouvez aussi avoir des actifs qui sont pollués. Ça, c'est très important aussi. Vous pouvez avoir des actifs qui sont malheureusement, au sens du DPE, décotés et qui vont avoir une forte décote. Donc, bien évidemment, vis-à-vis de l'égalité que vous voulez établir entre vos enfants, c'est très, très important de faire attention. J'ai une société, j'exploite une société industrielle et j'ai un bâtiment industriel qui va avec. Tiens, ça tombe bien, mon fils reprendrait. Ouais, mais quid de l'actif ? Est-ce qu'il est pollué ? Est-ce qu'il n'est pas pollué ? Je dois l'auditer, bien évidemment, parce que si j'ai à côté également, j'ai 2 enfants et j'ai un actif immobilier, par exemple parisien ou lyonnais, de très belles factures, pourquoi pas avec un beau DPE en plus, est-ce que je ne crée pas un gros déséquilibre entre mes 2 enfants, vous voyez ? Donc ça c'est vraiment primordial, tu as complètement raison. Il faut aujourd'hui qu'en plus l'investissement immobilier, il faut qu'il soit choisi en fonction de ces critères pour être parfaitement sécure, ça c'est sûr. On a parlé notamment de l'organisation de la transmission du patrimoine, comment j'organise mon patrimoine, comment je le transmets. Donc, on a parlé des 100 000 € qu'on a le droit d'utiliser en abattement, mais ça, c'est donc au niveau de la fiscalité, plus le don manuel de somme d'argent. Au global, quels sont les frais associés à la transmission patrimoniale et comment on peut les minimiser ? Il y a un autre abattement qu'on n'a pas encore évoqué, notamment le contrat d'assurance vie. Voilà. Quels sont les frais au niveau des successions ? Comment marche l'impôt sur la transmission, sur la succession, et quels sont les tips, les tuyaux pour les diminuer ? Alors, les frais, il n'y en a pas tant que ça, parce que... Voilà, puis il n'y a pas vraiment de mystère ni de secret. Ouais, non, c'est vrai, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout est réglementé. Donc finalement, la consultation honoraire d'un conseil t'occasionnera quelques frais, mais c'est des choses qui sont ridicules. On parle de quelques centaines d'euros. L'organisation d'une transmission, c'est pas un coût. Aujourd'hui, j'ai plus de frais de dossier bancaire pour monter un prêt ou de frais de courtage que de bilan patrimonial ou de frais de transmission lorsqu'on rencontre un notaire ou même un avocat. Oui, en tous les cas, pour le premier rendez-vous, évidemment, souvent même les consultations, lorsqu'elles ne sont pas très compliquées, en tous les cas, le premier coup de téléphone ou la première consultation chez le notaire, c'est gratuit. Et puis ensuite, bien évidemment, si ça nécessite une consultation patrimoniale écrite, évidemment, ça va présenter un coût qu'il faut faire deviser. Ensuite, sur les leviers, je crois qu'on a parlé de l'essentiel. Anticiper. Plus on anticipe, plus on a des chances de transmettre. Le levier de la SCI, Société Civile Immobilière, peut être aussi un bon levier parce qu'il me permet de saucissonner mon bien et donc de profiter de plusieurs périodes pour donner, bien évidemment. Vous avez aussi, on a parlé des abattements, on a oublié aussi un généreux parfois donateur, c'est nos grands-parents. Pourquoi pas ? Pourquoi pas s'adresser aux grands-parents ? Aujourd'hui, on fait de la donation-partage transgénérationnelle, c'est-à-dire que prenons une famille lambda, les grands-parents toujours vivants,
2 enfants, et puis avec des petits-enfants. Mais le premier enfant, appelons-le A, n'a pas d'enfant lui-même. Et puis B, il a 2 enfants. B, les grands-parents disent, tiens, on va faire une donation-partage. Et notre enfant B nous dit, moi, j'ai pas besoin d'argent. J'ai pas besoin. Par contre, l'usufruit de vos biens va peut-être effectivement m'intéresser. Pourquoi pas sauter finalement une génération. Les grands-parents ont un abattement également à donner à leurs petits-enfants, de un petit peu moins de 32 000 €. Faut retenir ça, c'est important, je pense, voilà. Et puis, bien entendu, une fois de plus, le levier fiscal également qui est important, c'est le démembrement. Là-dessus, quand on fait nos projections, on voit bien que lorsque j'ai un usufruit qui vaut 40% de ma nue propriété, je ne donne que 60%. Donc là, c'est imparable. Vous avez et au décès, hop, le nu propriétaire, par magie, effectivement du démembrement, reconstitue sur sa tête la pleine propriété des 100. Donc c'est formidable, ouais. Il faut anticiper. Et pour aller dans ton sens, Aurélien, c'est peut-être la réponse que tu attendais, c'est qu'on a parlé de démembrement et on imagine que c'est uniquement des murs et des loyers. Le démembrement, c'est tous les actifs. Donc effectivement, je peux aujourd'hui démembrer un contrat d'assurance vie. Donc je peux avoir de l'argent, je peux avoir beaucoup d'épargne. Le support de l'assurance vie, avant 70 ans, après 70 ans, c'est pas tout à fait pareil, mais avant 70 ans, l'assurance vie, c'est un excellent support et je fais ce que je veux de mon contrat d'assurance vie. Je peux prendre beaucoup de décisions pour mes différents enfants. Je peux également démembrer mon contrat d'assurance vie. Donc le démembrement, c'est le fait de séparer en gros la propriété, le fruit de la propriété, donc les intérêts, etc. Mais c'est vrai dans l'immobilier, on en a beaucoup parlé, mais également sur mes placements financiers. Et dans la catégorie des placements financiers, le meilleur support pour donner de l'argent, c'est l'assurance vie. Donc voilà, l'assurance vie, il faut que tout le monde en ait, ça c'est le premier point. Les banquiers aiment parler de prise de date. C'est souvent pour vous faire devenir client, mais hormis de la prise de date, c'est qu'on déclenche surtout des droits, un âge de souscription, un âge de transmission possible. Mais l'assurance vie aujourd'hui est un véhicule extraordinaire pour transmettre de l'argent à ses enfants. Je te rejoins complètement. Le versement des primes, donc avant 70 ans, c'est bien entendu beaucoup plus favorable. Et puis également, ça permet aussi de répondre à ta question qui était il y a quelques minutes. Comment je fais pour éventuellement, si je suis en famille recomposée, pourquoi pas avantager l'enfant de mon conjoint, avec lequel j'ai pas une fiscalité très très agréable puisque c'est un étranger par rapport à moi, en faisant effectivement en le mettant bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie, je peux effectivement, vu qu'il est hors succession, je peux lui faire bénéficier d'une partie de mon épargne en lui transmettant ce contrat. Voilà. Donc si ça répond à ça a plus de souplesse dans une certaine mesure en fonction effectivement de l'âge à laquelle j'ai souscrit et j'ai versé mes primes que la transmission de biens immobiliers ou de sommes d'argent brutes. À l'ouverture d'un contrat d'assurance vie, je choisis une clause bénéficiaire. Est-ce que déjà elle est irrémédiable ou est-ce que je peux revenir plus tard sur ma clause bénéficiaire ? Tu peux en changer quasiment autant de fois que tu veux. Donc voilà, donc si tu as ouvert ton contrat d'assurance vie, que tu te maries une première fois, tu peux avoir une clause bénéficiaire, tu te maries une seconde fois et donc tu veux que madame de ton premier mariage ne soit plus la bénéficiaire, tu peux en changer. Tu peux changer autant de fois que tu veux. Est-ce que tu peux rappeler les abattements via les contrats d'assurance vie au niveau de la transmission qui sont appliqués ? Je crois que tu vas mieux répondre que moi. Je crois que c'est 152 000 €. 152 500 par bénéficiaire. Pour les primes versées avant 70 ans. Voilà, c'est ça. Et puis après, 30 500 qui s'éclatent, mais attention, pour tout le contrat. Donc si on a 4 bénéficiaires, ils vont pas avoir beaucoup, tandis que les 152 500, c'est par bénéficiaire, mais avant 70 ans. Donc c'est vrai que prime versée avant 70 ans, c'est vrai que il faut aussi avoir les moyens, pareil, de ses ambitions. Mais on n'est pas obligé d'aller aussi jusqu'à 152 500 disponible. Exactement. Avec les 100 000 non, mais souvent, par exemple, on a beaucoup parlé d'immobilier, mais je vends un actif immobilier. Tu prenais un bel appartement parisien, un bel appartement lyonnais. Je me retrouve avec 500, 600, 700 000 €. Qu'est-ce que je fais avec cet argent-là ? C'est le moment où je me pose la question et qu'effectivement, je vais garder des sommes d'argent. Je vais placer l'argent pour moi, en récolter les fruits. Je vais en profiter pour donner de l'argent à mes enfants. Comment ? Je crois qu'on a essayé d'y répondre. Et finalement, l'argent qui reste, qu'est-ce que j'en fais ? Souvent, la meilleure solution, ce sera l'assurance vie parce que l'assurance vie me permettra de poursuivre ce que j'ai entraîné, commencé. Et avec cette souplesse de la clause bénéficiaire, effectivement, tu as raison Pierre-Emmanuel, tu disais qu'on peut en changer comme
quand vous voulez. Tu peux en changer quand tu veux, puisque tu peux même la faire par testament. Et donc un testament holographe, avec une feuille de papier, un stylo. Vous mettez vos dernières volontés. Il faut que ça soit daté, signé de la main du testateur. Et là, on peut changer de clause bénéficiaire tous les matins si on en a envie. On approche de la fin de ce podcast. Pour terminer et conclure, est-ce que tous les deux, vous pouvez donner quelques conseils principaux que vous pouvez donner à vos clients quand quelqu'un commence à penser, à vouloir organiser sa transmission ? Arrête-toi, prends le temps. Prenons le temps d'un échange d'1 heure à 1 heure et demie pour faire une bonne photographie de ton patrimoine, de celui de tes parents. Et effectivement, les grands-parents, c'est pas quelque chose sur lequel on pense souvent, donc c'est des choses qui sont importantes. Quelle est la photographie aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a une volonté de transmettre de la part des parents ? Comment on peut optimiser ? Voilà. Et puis la composition de ma famille fait-elle que je dois prendre des décisions et de m'arrêter. Et après, il y a des critères d'âge qui sont importants. Donc j'ai envie de dire anticiper, mais je crois qu'on a fait un podcast sur la retraite, on a dit aussi un peu ça, de se dire qu'il vaut mieux se poser la question de sa retraite à 50 ans qu'à 59. Et ben pour la transmission de son patrimoine, c'est un petit peu la même chose. Donc je pense qu'il y a des événements. Je pense que la vente de biens immobiliers, l'achat de biens immobiliers, la vente de société, je pense que c'est important. On accompagne beaucoup de clients comme ça qui, au moment où il y a une somme d'argent importante qui arrive, comment je fais pour... alors souvent, c'est comment je fais pour éviter la fiscalité. Ça, c'est la première question. Et une fois qu'on a gratté un peu ça, parce que parfois c'est très bien de payer des impôts, parce qu'on fiche des conditions fiscales de 2024. Donc je pense qu'il parfois il vaut mieux payer des choses et enregistrer le paiement. Comme ça, on est débarrassé et on peut optimiser encore un petit peu plus. Mais c'est de faire la bonne photographie, gérer des allocations un petit peu d'actifs, respecter l'équilibre du patrimoine, de mon patrimoine et le patrimoine aussi que je souhaite créer ou donner à mes enfants pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Et puis si on oriente son choix sur l'immobilier, le bon support, et donc le bon support dans le temps. Et si c'est l'assurance vie, plus je suis jeune, plus je peux avoir un contrat d'assurance vie qui est dynamique. Et puis plus je me rapproche, plus je vieillis, plus mon contrat d'assurance vie, j'invite à ce qu'il soit un petit peu plus sécurisé pour éviter les soubresauts. Je pense que ce sont en tous les cas les conseils qu'on essaiera d'apporter chez Maslow. Séverine ? De mon côté, il y a deux temps, Aurélien, je pense, dans une donation. Soit effectivement, parfois on est face à des urgences. Oui. Les enfants sont en urgence parce qu'ils ont malheureusement un divorce à gérer, une maladie, des problèmes avec leurs enfants eux-mêmes. Donc là, on va être sur l'urgence et les parents viennent nous voir et il faut faire tout de suite. Donc là, on fait un peu dans l'urgence, acte non préparé. On va souvent faire des donations en one-shot, donations simples. Et puis après, il y a alors ça c'est un peu subi, mais tout de même fort apprécié effectivement de la personne qui reçoit. Et puis souvent aussi, on a le plus souvent, ce qu'il faudrait faire dans l'idéal, c'est anticiper. Et c'est long, c'est un processus qui est long. Les gens viennent nous voir, on leur fait un premier projet, une première projection, réfléchissent, reviennent. Ça peut prendre 1 an et demi pour aboutir à une donation-partage construite et aboutie. Et il faut le temps. Je pense que ça, c'est très, très important de prendre le temps de réaliser ses actifs, parce que parfois, on a des projets. On dit, tiens, je vends une boîte, mais je vais la vendre quand ? Ah oui, j'ai le projet sur 2 ans. Alors, il faut que je prépare tout ça. Voilà, donc c'est un peu comme ça. Il faut parfois prendre le temps et puis parfois saisir l'urgence qui s'impose. Merci à tous les deux pour vos éclairages. 41 mètres carrés, c'est terminé pour aujourd'hui. On espère en tout cas que ce contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles sur les différentes plateformes. Ça nous aide énormément. Vous retrouverez donc en description les profils LinkedIn de nos 2 intervenants d'aujourd'hui, ainsi que les informations clés évoquées dans le podcast. Voilà, si vous avez des suggestions ou des questions à nous poser, n'hésitez pas à nous les poser sur nos réseaux sociaux, maslow.imo. À bientôt, merci. Merci. Merci.